Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux à nouveau avec nous aujourd'hui. J'ai le grand bonheur d'organiser ce rendez-vous Alter Equity sur un sujet au cœur de notre propre raison d'être. Le titre en est Raison d'être, Purpose, objectif élargi de l'entreprise, entreprise à mission. Où va-t-on? L'épreuve du réel, perspective. Ce webinaire fait suite au premier que nous avions organisé début mars avec comme invité Geneviève Ferron-Creuset qui avait de façon particulièrement puissante et brillante dressé l'historique de ces concepts et abordé la question de leur mise en place hors de France. Aujourd'hui, l'idée est de développer un tout petit peu la définition de ces concepts et d'essayer de réfléchir ensemble à la manière dont ils vont se développer à l'avenir. Nous parlerons un tout petit peu à nouveau de ce qui se passe à l'étranger et en introduction, nous nous poserons la question de savoir pourquoi aujourd'hui se pose à nouveau de façon aussi importante la question d'un capitalisme plus responsable. Je voudrais dans un premier temps introduire Geneviève Ferron-Creuset et Alain Grandjean qui sont nos invités aujourd'hui. C'est un honneur, Geneviève et Alain, de vous avoir avec nous, qui réjouit toute l'équipe d'Alter Equity. Vous êtes tous les deux des très grands penseurs de ces sujets, en plus d'en être des acteurs très importants. Honneur aux dames, je vais commencer par te présenter Geneviève. Ton premier engagement professionnel est aux Nations Unies en 1988 et tu fais de la sorte partie de celles et ceux qui ont le plus tôt pris conscience des enjeux des dérèglements climatiques et environnementaux. Après une première expérience que je ne vais pas détailler car elle est trop longue mais absolument majeure dans ce parcours, tu as conceptualisé la notion de performance extra-financière et créé ARES qui deviendra Vigeo, première agence de notation extra-financière en France, en Europe et dans le monde. Tu prends ensuite la responsabilité de Core Ratings, agence de notation extra-financière, sœur de l'agence de notation financière classique, avant d'être nommée directrice du développement durable d'Eiffage et puis de Veolia. Aujourd'hui, tu es associée de Profil, cabinet de conseil sur l'intégration de la responsabilité au cœur des business models des entreprises. Tu es aussi auteur de très nombreux sujets, de très nombreux ouvrages sur ces sujets. Pardon, ma langue fourche. J'ai oublié de dire que tu es vice-présidente du Shift Project, un think tank dont Alain est également un acteur important. Tu fais partie des personnalités qui ont construit les concepts de notation extra-financière, d'investissement socialement responsable et plus récemment de raison d'être une entreprise à mission. Tu es discrète à cet égard, mais je suis convaincue que l'ISR ne serait pas ce qu'il est sans toi. Et merci Fanny. Merci Fanny. Non, je tiquais pas sur auteur, je tiquais sur plusieurs livres. Bon, enfin, pas énormément non plus, mais bon. Voilà. Alain, tu es diplômé de l'école polytechnique de l'ENSAE, tu es docteur en économie de l'environnement, tu es cofondateur et associé de Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé dans la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique. Tu présides la Fondation Nicolas Hulot. Tu es co-auteur de plusieurs livres également qui creusent les liens entre écologie, économie et finance. Tu es animateur du blog Chronique de l'Anthropocène. Tu as participé ou présidé dans un certain nombre de cas les principales commissions concernant les grands enjeux énergie, climat et développement durable de ces 20 dernières années. Et tu es l'un des principaux penseurs français et européens de ces sujets. Ce qui est moins connu, c'est ta réflexion ancienne et néanmoins profonde concernant le capitalisme responsable. Tu avais créé un site internet dédié à ce sujet qui s'appelait Capitalisme durable et tu as écrit textes et tribunes sur ces sujets. Et tu as grandement inspiré Alter Equity en ce sens, comme d'ailleurs Geneviève, vous êtes tous les deux des personnalités qui nous avaient
grandement aidé et qui continue à le faire. Nous en remercions vivement. Merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Je vais te passer la parole en premier, Alain. Pourquoi l'aspiration se développe aujourd'hui à ce point en direction d'un capitalisme plus responsable? Merci beaucoup, Fanny, et merci à Geneviève de participer à cette réunion et merci à tout le monde de nous écouter. Je pense qu'il y a eu une grosse crise du capitalisme en 2007-2008, qui était une crise financière, et depuis ne cesse de croître et envahir la crise écologique et la crise sociale. Sur les deux volets, les documents qu'on peut avoir, les études scientifiques sont extrêmement bien, sont très solidement fondées. Sur la question du climat, on a la chance d'avoir depuis des dizaines d'années un groupe international d'experts qui s'appelle le GIEC. Sur la biodiversité, c'est un peu plus récent, on a le groupe qui s'appelle l'IPBES. Sur les questions d'inégalité sociale, il y a beaucoup de travaux, tout le monde connaît ceux de Thomas Piketty, mais en fait, il y a beaucoup de travaux internationaux sur cette question-là. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a des souffrances sociales, des inégalités, des difficultés, alors que pendant tout le XXe siècle, on s'est dit que le capitalisme était porteur de progrès relativement évidents. Le capitalisme a sorti de la pauvreté beaucoup de gens. Donc on est dans une situation qui n'est pas du tout celle qui était décrite par le terme de la fin de l'histoire. On n'est pas du tout à la fin de l'histoire. Bon. Donc ça, c'était le premier point. Et là, je ne vais pas en rajouter sur cette crise écologique qui n'en finit pas. Je veux juste rappeler juste un tout petit élément sur le climat. Pardon ? Sanitaire, tu voulais dire? Non, sur la crise écologique. Je ne vais pas en rajouter. Juste rappeler que malgré la crise sanitaire, justement, qui a réduit les émissions de gaz à effet de serre en 2020, mais juste parce que le PIB s'est cassé la figure, en fait, on est très en retard et on ne va pas assez vite. Même un pays comme la France, qui est supposé être pas un mauvais élève en matière d'émissions de gaz à effet de serre, on n'est pas du tout sur le chemin. On ne va pas assez vite dans la décroissance des émissions et de manière très significative. On va faire décroître, en dehors de l'effet Covid, de moins de 2% les émissions annuelles, alors que le rythme doit être 2 ou 3 fois plus important relativement vite. Les climatologues nous avaient dit il y a déjà longtemps que 2020 devait être le moment où on plafonnait les émissions mondiales et ensuite il faut les réduire à toute vitesse. On n'est pas sur la bonne vitesse. Ça ne veut pas dire que ce soit impossible, au moins d'atteindre les fameux 2 degrés. Ce n'est pas forcément impossible, mais en tous les cas, on n'a pas le rythme. Face à ce constat évident et qui est clair aussi pour les enjeux de biodiversité, les uns et les autres se demandent, mais ça va être qui doit agir, et c'est la question inverse de c'est la faute à qui. Alors, en fait, la réponse, c'est que les grandes familles d'acteurs qui sont les puissances publiques, les États et les coordinations d'États d'une part, les entreprises d'autre part et les ménages enfin, si je simplifie ce triptyque, chacun doit agir à sa place. On ne peut pas dire c'est entièrement les ménages, c'est eux qui sont responsables finalement de leur consommation. Et donc, s'ils sont responsables, on ne peut pas dire non plus que les entreprises vont sauver le monde, on ne peut pas dire non plus que c'est les États qui vont le faire. C'est assez simple, on est dans une économie relativement décentralisée, avec pas mal de liberté, et donc il faut trouver des compromis entre la liberté d'entreprendre, le principe de précaution et l'ensemble de tout ce qu'il faut faire. Dans ce contexte-là, c'est clair que la place de l'entreprise est importante, qu'on en attend beaucoup, parce qu'on attend d'elle les produits et services, on attend de l'innovation, on attend qu'elle fournisse du boulot qui a du sens pour ses employeurs. Les jeunes sont de plus en plus demandeurs, en tous les cas en France et au nord de l'Ouest, je pense que c'est complètement clair, mais aux États-Unis, c'est là aussi. Ils sont demandeurs d'avoir des missions dans leur entreprise qui ne soient pas destructrices de leur propre avenir. C'est extrêmement clair à partir du moment où il est bien documenté que le business as usual ne colle pas. Alors, dans ce contexte-là, moi, je suis très attentif, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ce dialogue de ce soir, je suis très attentif au fait qu'il y a eu manifestement, grâce à tous les efforts qui ont été rappelés tout de suite par Fanny, de l'extra-financier, de la RSE,
il y a eu des progrès sensibles, c'est-à-dire qu'on est sorti de la vision friedmanienne d'une entreprise comme étant drivée essentiellement par le profit qu'elle permet d'obtenir à ses actionnaires. Donc cette vision très libérale, je pense qu'on est, en tout cas au moins en Europe, un peu derrière cette vision, mais on n'est pas encore arrivé à la vision de demain. Et la vision de demain, c'est une vision où il y a une bien meilleure intégration de ces sujets-là dans l'ensemble de la responsabilité de l'entreprise qui s'élargit. Et l'élargissement de la responsabilité de l'entreprise, ce n'est pas que le fameux devoir de vigilance, ce n'est pas uniquement le fait que quand on fait un bilan carbone, on s'occupe des émissions indirectes, ce n'est pas le fait que quand on fera un bilan biodiversité, on fera la même chose, on comprendra nos effets sur la biodive par les chaînes de valeur amont. C'est largement pas que ça. C'est aussi que l'entreprise a un rôle politique. Ce n'est pas qu'elle se substitue au pouvoir politique, ce n'est pas du tout ça la question. On est en démocratie, les entreprises ne sont pas des organisations démocratiques, donc ce n'est pas ça la question. En revanche, elles n'échappent pas au fait que leur action se fait dans un cadre général d'action, un cadre public, et que les représentants des entreprises elles-mêmes, quand elles sont très grandes, ont de facto un rôle politique. Donc c'est vraiment important de voir dans ce contexte-là jusqu'où on doit aller, qu'est-ce qui est de la vraie RSE, qu'est-ce qui est de la RSE un peu en parole et en promesse et pas en vérité. Donc c'est ça qui, je pense, est intéressant à discuter entre nous ce soir. Dans le vif du sujet, pour répondre à ces questions, avec Geneviève qui va nous rappeler les 3 étages de la loi Pacte et de façon peut-être plus générale à l'international, sa vision sur les outils et concepts contemporains de capitalisme responsable. Qu'est-ce qui a été mis en place? Comment ça marche? Quelles sont les épreuves du réel? Comment faire quand on est une entreprise qui veut mettre en place ce type de dispositif, Geneviève? Alors, je vais justement m'appuyer sur ce que vient de dire Alain et peut-être que je vais répéter un tout petit peu ce que j'ai dit au webinaire précédent. Donc, je suis désolée pour ceux qui auront l'impression que je fais un rappel des épisodes précédents, mais au fond, l'articulation, elle est là. Elle est sur le rôle politique de l'entreprise. Ça ne veut absolument pas dire que l'entreprise est une instance qui concurrence les autres structures démocratiquement représentatives de notre vie dans la cité. Mais il est évident que compte tenu de la puissance créatrice pour le meilleur, et on va dire, et de la puissance destructrice pour le pire de l'entreprise, elle ne peut pas s'exonérer simplement et s'abriter derrière une responsabilité qui est finalement très ténue de ces organes de gouvernance, qui est de dire, mais finalement, nous, on crée de la valeur pour l'actionnaire, plutôt dans une vision de court terme, et puis le reste, on est dans des variables d'ajustement et on respectera les réglementations, bien sûr, quand on agira en entreprise, entre guillemets, qui s'adapteront aux législations en place, et donc une approche très normative de la responsabilité qui finalement ne remet pas en cause les modes de création, fondamentalement les modes de création de valeur et encore moins les modes de partage de la valeur. Et quand on regarde un tout petit peu ce qui s'est passé après la crise d'ailleurs c'était amorcé avant la crise de 2008 dont Alain a fait référence, c'est qu'au fond, cette transformation vers un capitalisme, j'appelle un capitalisme qui est de responsabilité élargie, parce que ça fait écho bien sûr à tout ce corps de doctrine qui a été conceptualisé dès les années 80 sur le capitalisme des parties prenantes, mais qui finalement a été un petit peu hors sol parce qu'on ne l'a pas vraiment vu atterrir. Et finalement, il faut peut-être attendre le versant du 21e siècle pour voir donner corps à cette idée que l'entreprise, ce n'est pas uniquement une machine à générer des profits de court terme et qui perpétue une asymétrie en faveur de l'actionnaire, et que forcément, il y a un intérêt élargi dans son objet social, et cet intérêt élargi, il commence à être reconnu en droit. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle du capitalisme au sens large, on pense plutôt aux anglo-saxons, parce que c'est quand même les anglo-saxons qui ont donné
ne serait-ce que parce que les volumes investis et puis parce que l'effort de standardisation et de normalisation, les efforts qu'ils ont déployés pour être un petit peu les maîtres des horloges dans ce domaine, ont fait qu'ils ont une influence très forte. Mais si on revient encore une fois en Europe, on voit que ce capitalisme, entre guillemets, élargi aux intérêts des parties prenantes, il était déjà bien ancré. Il s'est d'ailleurs, il s'est très concrétisé, il se concrétise toujours. Alors, je ne suis pas allée voir en Allemagne pour voir si le capitalisme de la codétermination était un capitalisme particulièrement inspirant et vivant et de nature à peut-être régénérer nos modèles et le modèle anglo-saxon. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement en Europe, il y a déjà des modèles puissants qui sont installés et que cette tendance finalement à questionner l'intérêt que dans l'intérêt de l'actionnaire, il est bon d'élargir à d'autres champs qui sont plus larges que le strict objet social et que les stricts leviers de création de valeur à court terme, eh bien, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est vraiment une traînée de poudre à partir des années 2005 et encore maintenant. D'ailleurs, je vais venir à la loi Pacte, Fanny, mais en 2006, il y a le Corporate Act anglais qui d'ailleurs intègre cette notion d'intérêt, comment il dit, intérêt éclairé, c'est joli, c'est l'intérêt social éclairé de l'actionnaire. Donc, c'est l'intérêt social éclairé, enlightened, c'est-à-dire qu'on prend en considération qu'il y a autre chose que l'intérêt strict financier. On voit bien que toujours en Allemagne, les entreprises de plus de 200 salariés doivent avoir, je crois, il y a des seuils il y a 30%, non, s'il n'y a pas 50% des administrateurs qui sont issus des collaborateurs dans une entreprise de moins de 200 salariés, et après, c'est des seuils dans 300 salariés, il y a 30% de collaborateurs qui sont administrateurs. Donc, on voit bien que là, alors ce n'est pas toutes les parties prenantes, mais ce sont les collaborateurs. Mais on voit bien que ça pèse énormément dans les mécanismes de prise de décision quand on élargit le conseil d'administration à des parties prenantes qui représentent des intérêts qui ne sont pas strictement ceux du capital. Et si on va plus loin, on voit finalement que les entreprises à mission américaines, finalement, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent questionner la radicalité des responsabilités fiduciaires qui sont depuis plus d'un siècle installées dans le monde anglo-saxon et qui donnent toujours la primauté de l'intérêt financier de l'actionnaire dans toutes les décisions des administrateurs. Donc, on voit que c'est très étroit. Et finalement, le statut de société à mission de Public Benefit Corporation, qui lui aussi, qui date de 2010-2012 aux États-Unis, il vient élargir l'objet social. Il vient élargir l'objet social de l'entreprise et faire rentrer, dans les processus de création et de partage de la valeur des intérêts qui sont élargis et qui ne sont pas réductibles au seul profit à court terme. Donc, ça y est, les brèches sont ouvertes. Et finalement, la loi Pacte, en quelque sorte, elle vient entériner du côté français quasiment 200 ans d'immobilisme par rapport au Code civil, si on pense à l'article 833, ce dont j'ai parlé la dernière fois, mais je vais y revenir un peu. Et puis la loi Pacte, avec l'étage raison d'être et l'étage entreprise à mission, elle va beaucoup plus loin dans cet élargissement de l'intérêt social. Elle élargit l'assiette et elle fait rentrer des parties prenantes en reconnaissant que ces parties prenantes, fournisseurs, collaborateurs, clients et autres parties intéressées au processus de création de valeur, sont légitimement associées à la mission et à la réalisation de la mission. Voilà. Donc, ça donne quelque chose de très puissant, ça donne un projet d'entreprise qui peut être discriminant, dans le bon sens du terme, parce que précisément, il est clair, il annonce un champ de contribution qui va être élargi à des enjeux socio-environnementaux au sens large. Et ça ne s'était jamais vu avant, et la RSE n'avait jamais permis de cranter à ce point l'introduction de ce sujet élargi, finalement de l'intérêt social élargi, au cœur de la gouvernance de l'entreprise. Et ça, c'est le droit qui l'a rendu possible. Mais au fond, le droit l'a rendu possible, mais le droit n'a pas été spécialement précurseur, notamment en France. Le droit n'a simplement à rattraper la jurisprudence et à donner un écho favorable aux attentes des parties prenantes, en particulier les collaborateurs, mais c'est aussi les jeunes générations. Quand on voit, par exemple, que
la montée en puissance même du devoir de vigilance en France. Le devoir de vigilance, c'était avant la loi Pacte. C'est d'ailleurs une législation qui est propre à la France, qui est en train d'inspirer beaucoup l'Europe. Mais quand on voit que le devoir de vigilance, il élargit l'intérêt à agir, c'est le cas de le dire, et à interpeller des entreprises, même dans le cadre d'une mondialisation qui serait dérégulée. Donc on voit qu'on commence à avoir des outils. Alors, certains le déplorent et regrettent et se disent on va aller vers une république des juges, et certains, au contraire, s'en félicitent. Mais quand on voit l'affaire du siècle, quand on voit l'interpellation dans les assemblées générales sur le climat, les résolutions qui sont posées sur le climat, déposées sur le climat, quand on voit toutes ces interpellations des parties prenantes de l'entreprise, on comprend bien que la digue étroite de l'intérêt exclusif en faveur de l'actionnaire dans cette vision du capitalisme finement financier sont en train de, c'était une vision optimiste, sont en train de lâcher. Voilà, donc pour revenir rapidement aux 3 étages de la loi Pacte, l'article 1833 qui est obligatoire, on change de siècle, clairement. C'est-à-dire que toute entreprise doit avoir un objet social licite et être gérée dans l'intérêt commun des associés. Ça, c'était 1804. 200 ans après, ça explose et ça devient toute entreprise doit avoir un objet social licite et être gérée dans l'intérêt social des associés en prenant en compte les enjeux socio-environnementaux. Donc, on voit que même si vous n'en avez rien à faire de votre prochain et de la planète, vous devez prendre en compte les enjeux socio-environnementaux. Parce que c'est le bruit de fond du 21e siècle, c'est dans ce bruit de fond et c'est dans ce cadre que vous allez inscrire vos processus de création de valeur et que vous allez être interpellé sur votre contribution. Et après, on a des étages comme la raison d'être, qui est un étage puissant d'ailleurs, la raison d'être, à condition qu'elle soit encore une fois discriminante et qu'elle produise de l'effet de la transformation avec une gouvernance très alignée. Ça peut être un outil très puissant, la raison d'être, mais c'est complètement facultatif. Et c'est au moins la promesse qu'au sein des organes de gouvernance, il sera adopté un projet qui servira de boussole pour l'avenir dans une volonté de contribution en bande large. Et cette contribution, elle est au choix finalement de la communauté de l'entreprise, pas uniquement des actionnaires ou des administrateurs. C'est aussi une consultation de ces forces vives. Et puis après, il y a l'entreprise à mission qui est une forme plus aboutie parce qu'il y a un contrôle à la clé de la réalité des engagements qui vont être produits et de l'alignement entre la gouvernance, les organes de direction, le comité mission et les parties prenantes. Voilà. Donc finalement, c'est un édifice que je trouve puissant et qui permet à des entrepreneurs qui se sentent profondément contributeurs de trouver un espace reconnu en droit, d'ailleurs sans aucune contrepartie, parce qu'entreprise à mission, raison d'être, ça ne donne aucune pour l'instant contrepartie en matière fiscale ou d'accès à des marchés publics ou de TVA, etc. Donc on est dans quelque chose de purement performatif, mais qui montre qu'il y a une dimension puissante, une conviction puissante, qui est que chaque entreprise doit trouver sa place dans la marche du monde et être comptable, en tous les cas redevable de cette place. Et donc, dans ce pas de deux entre le législateur qui offre des outils aux entrepreneurs, mais également au marché, et ces attentes des parties prenantes qui sont de plus en plus fortes pour finalement trouver leur place et trouver du sens dans la réalisation d'un objet social qui n'est pas uniquement du fait de la direction générale ou des administrateurs, on voit que là, encore une fois, je vais être optimiste, mais il y a quelque chose de puissant. La vraie question qui se pose, c'est que c'est la vision européenne. On comprend que la vision anglo-saxonne, quand on écoute ce que dit Larry Fink de BlackRock, je ne vais pas rentrer sur, je ne vais pas disserter sur, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais on comprend qu'ils se disent maintenant, effectivement, cette idée d'avoir l'intérêt élargi de l'actionnaire, ce n'est pas stupide parce qu'on est dans une couverture de risque qui devient tellement complexe qu'il faut observer en bande large les mutations en cours. Donc, on comprend bien que même eux commencent à se poser la question. Le gros sujet, c'est l'asymétrie qu'il va y avoir entre un capitalisme européen qui va être responsable ou qui va aller vers, de la part du législateur et du législateur européen, vers de plus en plus de montée en puissance de régulation et d'encadrement, versus un capitalisme anglo-saxon qui peut rester encore très longtemps débridé et un capitalisme chinois dont on ne sait pas trop la couleur qu'il va prendre. Et là, je ne sais pas si le modèle européen trouvera une place ou inspirera. Là, l'histoire n'est absolument pas écrite. Voilà. Merci beaucoup, Geneviève. Il y a déjà
un certain nombre de questions autour de ces sujets, mais qu'on va réserver peut-être pour la fin. Alain, où va-t-on? Quelle sera l'entreprise responsable du 21e siècle? Qu'est-ce que c'est que cette entreprise politique dont tu parles, dont Geneviève nous a parlé? Quelles sont les grandes caractéristiques de l'entreprise responsable de demain? Oui, je suis comme Geneviève, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, donc c'est un exercice de prospective. Et comme Geneviève, je suis assez optimiste, donc je vais raconter une histoire optimiste de cela. C'est-à-dire que je crois que le capitalisme chinois, qui est un capitalisme qui va durablement rester peu transparent pour 50 raisons évidentes. Et donc, on aura beaucoup de mal à savoir ce qu'il en est. Quand nos amis chinois nous parlent de civilisation écologique, il faudra voir de quoi il est question. Quant au capitalisme américain, je ne sais pas, à vrai dire, parce que vous voyez bien que Biden il est quand même très différent de ce qu'a fait Trump, et on va bien voir ce qu'il en sort. Du côté de ce qui est le modèle européen et de ce qu'on a dit aujourd'hui, je peux développer un tout petit peu. Il me semble d'abord qu'il faut distinguer deux éléments importants dans l'entreprise, puisqu'on va parler là en partant de l'entreprise et de ses investisseurs, hein, puisque c'est ça qui nous intéresse ce soir. C'est d'une part la notion d'entreprise à impact et donc du business model de l'entreprise. Et donc je pense que les entreprises qui ont un business model qui est intrinsèquement destructeur ou en étant un peu plus nuancé, nos business model repose sur des ventes de produits et services qui sont dangereux pour les hommes, la société, etc., ou les animaux, ont beaucoup de soucis à se faire. Je pense que cette affaire-là de business model va être de plus en plus un sujet de controverse et donc moi je m'attends à des transformations très très considérables de la part dans les entreprises qui auraient un business model qui ne serait pas conforme à ce que je viens de dire. Le deuxième angle de réflexion et d'évolution, c'est les pratiques internes de gestion des entreprises. On parle beaucoup de souffrance au travail. Évidemment, la question la question du télétravail, du Covid a mis un focus énorme là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de stress aujourd'hui, il y a beaucoup de burn-out, même dans les boîtes qui fonctionnent relativement bien de ce point de vue-là. Et je pense que ça va croître et embellir, et donc on aura, je pense, dans une entreprise un peu moderne, devra veiller à ces deux aspects-là. Ça, c'était la première idée. La deuxième, c'est que je pense que, enfin, c'est même pas une pensée, c'est une observation. On fait moi, j'ai suivi de très très près sur la question du climat, en quoi les gens, l'opinion croient. Est-ce qu'ils croient dans les scientifiques? Est-ce qu'ils croient dans les entreprises? Est-ce qu'ils croient dans les ONG? Moi, je suis patron d'une ONG, donc ça m'intéresse de le savoir. Est-ce qu'ils croient dans le politique? Bon. Bah, ils croient encore beaucoup à la science, hein, c'est assez clair, même malgré les controverses. Hein, c'est des sondages opinion post-querelle Didier Raoult. Hein, donc, ils croient à la science. Ils sont un peu plus circonspects vis-à-vis des scientifiques. Ouais, c'est curieux, ils font la différence, hein, c'est très net, parce qu'ils pensent que les scientifiques, c'est des êtres humains en chair et en os, et que la science, c'est une institution. Donc, l'opinion publique sent bien la différence. Ils sentent bien qu'il y a des procédures institutionnelles dans l'activité scientifique, de recherche, qui fait qu'à la fin de l'histoire, bah, ça converge, quoi. Donc, je ne rentre pas dans les détails, s'il y a des questions, on y reviendra. L'entreprise est mal placée en termes de confiance de la part des citoyens. Et donc, je crois que c'est ma deuxième idée, hein, que je vais développer en quelques minutes, c'est que si l'entreprise veut retrouver la confiance de l'opinion, et en démocratie, je pense que c'est un peu incontournable. Ce qu'on appelle la licence to operate en anglais, hein, c'est quelque chose on croit de fait que les entreprises ont le droit comme ça, mais non, pas tout à fait. Elles sont quand même un peu autorisées. Les entreprises qui sont bannies dans l'opinion, je pense qu'elles vont souffrir, et que les actionnaires, d'ailleurs, vont le sentir. Et on voit bien des GAFA, il peut y avoir des choses un peu bizarres qui arrivent à toute vitesse. Alors, qu'est-ce qui fait que l'opinion a confiance dans les entreprises? Pour moi, c'est complètement clair, c'est la notion de cohérence et d'intégrité. Ça peut paraître un peu moral, mais grosso modo, vous dites, je suis une entreprise, je vais prendre quelques exemples, hein, je ne vais pas faire trop complexe et trop long et trop pénible, mais je vais prendre quelques exemples.
vous dites, je suis une entreprise qui a mis la RSE au cœur de ma stratégie. Donc, je suis une entreprise responsable, sociale et environnementale. Bon. Et puis, on finit par découvrir que vous avez des pratiques d'évasion fiscale tout à fait évidentes et documentées. Je pense que vous perdez très vite beaucoup de confiance sur l'ensemble du truc. On dit, attends, il nous raconte qu'il est responsable et la première des choses qu'il fait, c'est de ne pas payer les impôts dans le pays sur lequel il œuvre. Donc, je pense que ce truc-là est extrêmement important. Et évidemment, il y a des débats à n'en plus finir sur jusqu'où, ou quand est-ce que commence l'évasion fiscale et quand est-ce que termine l'optimisation fiscale. Mais on sent bien là qu'il y a un sujet énorme et qu'on ne pourra pas éternellement être dans l'ambiguïté, d'autant plus qu'il y a des travaux très puissants, d'ailleurs, qui ont influencé Biden, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur la question de limitation des paradis fiscaux et limitation de ces pratiques-là. Je vais prendre un deuxième grand exemple qui est les questions d'équité, de partage de la valeur et de sentiment d'être bien ou maltraité dans une entreprise. Vous ne pouvez pas être éternellement dans des multiples énormes en termes de rémunération au sens large entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires. Je ne dis pas qu'il faut réglementer avec des salaires maximaux autorisés, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est sûr que ça posera un problème. C'est sûr et certain, et ça risque d'autant plus d'en poser en Europe qu'on risque d'avoir des pressions sur les budgets de l'État qui ne vont pas être anecdotiques. Bon, je vais prendre un troisième exemple, et puis un quatrième, et je m'arrêterai là. Un troisième exemple, c'est qu'on ne peut pas revendiquer en tant qu'entreprise une certaine vision de la compétition internationale en disant que finalement, c'est quand même vachement bien. Alors pourquoi c'est vachement bien, une compétition très très forte? Parce que ça fait baisser les salaires. Bon. Et on ne peut pas la revendiquer et en même temps se dire, moi, je suis garant de la responsabilité sociale et environnementale, puisqu'on sait très bien que cette compétition internationale, quand elle est excessive, elle risque de converger vers des moins-disants sociaux et environnementaux. Donc, si je prends le tout petit exemple Brésil contre France, c'est évident que les éleveurs français sont un tout petit peu irrités par le fait qu'ils sont en compétition avec des pratiques certes moins coûteuses à la fin de l'histoire, hein, d'ailleurs c'est pour ça que ça pénètre sur les marchés, mais qui sont favorisées par des accords de libre-échange qui ne sont pas bien structurés. Donc, le dernier point sur lequel je vais dire deux mots, c'est la question de la mesure de la performance financière et de la comptabilité. Il y a quand même un problème de fond qui est illustré par quelques cas très récents et qui ont fait beaucoup de médias, mais je ne donnerai pas d'exemple pour ne pas provoquer la discussion sur les exemples. Mais il peut y avoir des tensions quand le rendement sur fonds propres attendu par les actionnaires est à 2 chiffres. J'ai fait beaucoup de calculs dans ma vie, et notamment beaucoup de calculs de ce qui est intéressant ou pas intéressant du point de vue environnemental. Et quand j'ai dit tout à l'heure que la crise climatique n'attend pas, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir investir beaucoup de la part des États, de la part des ménages, de la part des entreprises. Un investissement dans un calcul purement financier, ça se rentabilise ou ça ne se rentabilise pas en fonction d'un taux d'actualisation qui est ce qu'il est. Bon. Et si on doit actualiser les calculs de rentabilité des investissements sur des chiffres, sur des nombres à 2 chiffres, l'avenir disparaît. C'est ce que Mark Carney a appelé la tragédie des horizons. C'est que dans des calculs où la rentabilité sur fonds propres est trop élevée, alors, évidemment, en plus, quand elle est multipliée par un effet de levier considérable, je passe là-dessus, l'avenir disparaît. Donc, des investissements qui ont un bénéfice environnemental ou un bénéfice social, c'est la même idée, qui est trop lointain, ne sont pas, ces bénéfices lointains ne sont pas comptés dans les calculs financiers en l'occurrence. C'est pour ça qu'il y a une tension, parce qu'évidemment, on peut, et il y a des cas qui sont très éclairants, on peut trouver des belles rentabilités sur fonds propres dans des opérations à forte croissance, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en revanche, quand il n'y a pas cette belle croissance, c'est un peu plus compliqué. Or, il n'y a pas que des entreprises à forte croissance dans une économie qui, dans son ensemble, ne croît plus tant que ça, puisque les taux de croissance ne sont pas amenés à augmenter dans l'avenir. Alors, du coup, il y a plein de réflexions
je m'arrête là-dessus pour ne pas être trop long, il y a plein de réflexions sur la comptabilité multicapitaux. Alors, on discutera tout à l'heure avec Geneviève sur est-ce que finalement cette représentation comptable qu'on a depuis le XIVe siècle, la comptabilité en partie double qui a pour vocation précisément de bien représenter les capitaux financiers, mais qui a vécu pendant plusieurs siècles sans que les ressources naturelles soient vraiment un problème, est-ce qu'elle est adaptée au XXIe siècle? Évidemment que les grands référentiels comptables ne se changent pas en 3 minutes, moins évidemment, parce qu'en général, ça ne se sait pas, il y a plein de débats européens sur le fait que les IFRS et la fair value sont trop court-termistes, mais il y a des débats beaucoup plus profonds aujourd'hui qui mettront le temps de converger vers des référentiels nouveaux visant à mieux représenter de manière très explicite les intérêts des capitaux naturels et les intérêts des capitaux humains, et pas juste en disant j'ai une comptabilité financière et puis à côté une comptabilité extra-financière qui risque toujours de créer un divorce. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup mieux que de ne rien faire que de bien faire l'extra-financier. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, évidemment. Et d'ailleurs, en tant que Carbone 4, on passe notre temps à faire la comptabilité carbone. Je ne vais même pas me tirer une balle dans le pied. Mais là, je dis juste, dans l'entreprise du XXIe siècle, le XXIe siècle, il a encore quelques années devant lui, je pense qu'on fera évoluer le référentiel comptable, parce que le référentiel comptable, c'est une représentation de l'entreprise. Donc, c'est très déterminant dans notre vision, dans notre décision quotidienne. Voilà, juste, je m'arrête là parce que je ne veux pas être trop long, Fanny. Merci beaucoup. Geneviève, c'est ton regard également, et tu nous disais aussi, quand nous préparions ce webinaire, que finalement, le concept de responsabilité va probablement se prolonger dans la dimension de l'utilité de l'entreprise. Est-ce que tu veux rebondir sur cette idée ? Oui, alors merci d'ailleurs à Alain d'avoir abordé le sujet de comment est-ce qu'on compte ce qui compte. Donc on y reviendra peut-être s'il y a des questions, mais là je pense que c'est la prochaine frontière. Et d'ailleurs, c'est précisément au regard de l'extension du principe de responsabilité. Je vous partage une réflexion. C'est que quand on est sur le sujet de l'utilité, donc on se rend compte qu'on commence à quitter des zones sûres normatives où on peut arriver à bâtir des référentiels standardisés, parce que finalement la notion d'utilité que vous posez d'ailleurs à Alter Equity, quand vous posez la question d'investir, vous êtes un fonds à impact et que vous posez la question compte tenu de votre charte, donc vous avez défini votre propre notion de l'utilité. Qu'est-ce qui est utile à la planète et à l'humanité en ce début de siècle, qui est dans la décennie de... Enfin, je pense que c'est la décennie de tous les dangers, mais là, on voit bien qu'avec la dérive climatique, il faut réellement se mobiliser et c'est une urgence absolue. Donc, de quoi est-ce qu'on a besoin? Donc, ça interpelle le concept un peu de ce que mon ami chercheur Christophe Semple appelle le concept de suffisance. C'est-à-dire de quoi a-t-on besoin pour que chacun vive dans une prospérité légitime. Alors, je ne parle pas des mots de croissance, mais finalement, c'est cette idée de qu'est-ce qui me suffit, toujours dans une logique de prospérité, mais qui a introduit une dimension plus qualitative. Et donc, il ne s'agit pas, encore une fois, d'être dans une logique de punitive ou de moralisatrice. Et qu'est-ce qui est vraiment utile compte tenu de ces enjeux, on va dire des enjeux écologiques et de l'impérieuse nécessité de respecter, je dirais, des fondamentaux humains, des fondamentaux sociaux, voilà, qui sont, on peut dire, la dignité de la personne humaine. Et là, si vous regardez avec cet œil-là les entreprises, vous posez des questions sur ce qui est réellement utile dans certains modèles économiques en termes de produits, d'offres, de services, etc. Bon, ça, je ne rentre pas dedans, ça a été extrêmement décrit et même caricaturé. Mais néanmoins, ce qui pose question, c'est à un moment donné, comment va s'opérer cette convergence ou cette révolution douce Est-ce que ça va être les jeunes générations qui vont nous interpeller et qui vont interpeller les aînés et qui, je ne sais pas, très honnêtement, je ne sais pas, parce que j'observe que le marché de la jeunesse, même de l'adolescence, est au contraire ils sont complètement
picousés parce que c'est leur code et ils structurent leur identité à un moment où ils sont en grande vulnérabilité. Mais tout ce qui est fast fashion, on a l'impression que la fast fashion c'est fini, mais en fait non, elle se porte très bien encore, la fast fashion. Donc toute cette dimension, ces modèles économiques qui sont sur le jetable, sur la satisfaction assez immédiate, sans se préoccuper finalement des questions de est-ce que j'en ai besoin, où ça a été fait, est-ce que j'en ai besoin maintenant ou est-ce que je peux différer éventuellement. Tout ça, je pense que ça doit devenir structurant dans l'interrogation et que ça ne doit pas être uniquement le propre des fonds à impact. Je pense que cette interrogation maintenant, elle a été initiée par les fonds à impact, mais c'est une question que tous les investisseurs doivent se poser. À condition, bien sûr, de pouvoir être dans une comparabilité et d'éviter des dérives sur ce qui est utile pour moi n'est pas forcément utile pour vous, etc. Mais en voyant ça, on a tous en tête des secteurs entiers, des pans entiers d'activité où franchement, on se gratte la tête pour trouver la moindre utilité, au-delà de la convivialité ou du statut social, du confort et du statut social qu'on permet d'obtenir avec cet objet ou ce service. Donc ça me paraît être aussi très important à aborder. Et on voit que c'est un concept qui est politique, philosophique et économique, ce concept de l'utilité. Et si on n'est pas capable d'affronter ce virage, enfin d'amorcer ce virage, et si les entreprises ne le font pas, et si elles ne sont pas aiguillonnées par le législateur, elles peuvent l'être par le législateur. Par exemple, sur l'économie circulaire, on peut dire vous mettez tant de % de plastique recyclé. Voilà, vous allez beaucoup plus maintenant vers la réintroduction de matières premières secondaires dans votre chaîne de valeur, le réemploi des matériaux, etc. Mais on connaît ça depuis les années 70. Mais la vérité, c'est que l'économie circulaire, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de modèle économique pour l'économie circulaire. C'est beaucoup plus cher de réhabiliter un bâtiment que d'aller artificialiser une zone naturelle et de bâtir quelque chose from scratch. Donc, on est encore et donc la question de l'utilité, elle se pose à la fois sur l'objet fini lui-même, mais aussi sur la démarche. Est-ce que j'ai été utile aussi dans la réflexion, dans ce que j'ai apporté dans la démarche dans laquelle je m'inscris? Donc, on est confronté à cette interrogation et j'ai bien peur que ceux qui... Enfin, il y a un tel stock d'activités entre guillemets non forcément utiles qui est déjà constitué et qui font vivre l'économie, que maintenant se poser la question de comment est-ce qu'on va aborder la transition, ça va être compliqué. Alors, il y a à mon avis quelque chose qui est déjà du prérequis, c'est le climat. Pour moi aujourd'hui, un bilan carbone, donc c'est une très bonne nouvelle pour Carbone 4, mais un bilan carbone, une trajectoire carbone, être capable de montrer une sorte de passe climatique pour pouvoir obtenir du financement, pour tout simplement avoir des licences d'exploitation, pour moi, c'est le minimum. Donc, ça, c'est déjà... Et sur le climat, on peut y arriver plus ou moins facilement parce que c'est un langage universel qu'on peut potentiellement, nonobstant le fait qu'on n'a pas encore de taxonomie, etc., mais on peut encore arriver, il y a des méthodologies qui finalement convergent et on peut y arriver. Sur la partie de l'utilité même du produit et sur la partie du respect des fondamentaux sociaux, je pense qu'on a une énorme marche encore à gravir. Parce que sur le respect des fondamentaux sociaux, c'est une question qui relève aussi de l'éthique. Et donc, c'est pas le climat, c'est pas des lois physiques et chimiques qui, de toutes les façons, vont réduire notre capacité et de fait vont restreindre notre possibilité de produire. Mais sur les parties fondamentaux sociaux, je pense que c'est vraiment des règles éthiques. Et on voit bien d'ailleurs ce qui se passe en ce moment avec la Chine, avec la fast fashion, avec les yogourts, etc. On voit bien que c'est compliqué. Et ça a toujours été compliqué. Et ça, j'ai l'impression que ça ne bouge pas. Et puis, ce qui est compliqué, c'est maintenant, comment est-ce que on va donner une prime, enfin, comment dirais-je, c'est pas forcément une prime, mais comment est-ce que l'on va aider, soutenir les entreprises qui vont au début se charger effectivement la barque avec des politiques climatiques extrêmement rigoureuses, avec une attention portée à la création de valeur, c'est-à-dire dans leur chaîne de production, dans leur supply, dans leur logistique, même dans la rémunération, enfin dans toutes les questions de bien-être au travail. Comment ces entreprises-là vont pouvoir survivre, sachant que, encore une fois, il y a une asymétrie qui est terrible et qui va perdurer avec des entreprises moins-disantes dans des pays dont les réglementations sont inexistantes. Et donc, on pourra toujours jouer au mistigris spatial, géographique,
Donc là, il faudrait qu'il y ait un consensus international. Et est-ce que, alors, je m'arrête là, mais est-ce que la comptabilité, effectivement, si on commence à se dire qu'il faut il faut être capable de donner de la valeur à ces efforts, qu'ils soient sociaux ou environnementaux, et les reconnaître comme étant source de création de valeur et de résilience, et que ces entreprises vont être plus rentables demain que celles qui se comportent, qui continuent de produire des choses dont on n'a pas besoin dans des conditions détestables. Comment est-ce qu'on introduit de façon beaucoup plus volontariste une prime en fonction de ces entreprises-là, sans attendre que le marché reconnaisse les siens, ce qui peut prendre du temps? Et la comptabilité peut peut-être jouer un rôle dans la volonté d'articuler cette information extra-financière à de l'information financière, dans une volonté peut-être de standardisation, de comparabilité. Là encore, je trouve qu'il y a un bouillonnement extraordinaire sur les comptabilités en multicapitaux, triple capital, etc. Mais les intérêts sont tellement… C'est vertigineux ce qui est en jeu en ce moment. C'est juste vertigineux ce qui va se jouer sur la comptabilité. Et il me semble que les anglo-saxons ont parfaitement aussi compris l'enjeu et ont envie, à mon avis, de rester les maîtres de la partie. Même si au niveau européen, il y a une volonté très forte d'avancer. Voilà ce qui est en jeu, cette notion de qu'est-ce qui est utile aujourd'hui, eu égard aux défis écologiques et humains, et comment est-ce qu'on donne de la valeur à des entreprises qui vont vers la contribution et qui produisent un impact positif, mais dont je pense que la reconnaissance du marché n'est pas encore assez rapide par rapport aux enjeux. Et là, on est un petit peu démunis. Et en termes de gouvernance? En termes de gouvernance, j'ai presque envie de dire que est-ce que finalement tout ça ne va pas retomber sur le conseil d'administration et sur les administrateurs? Est-ce que finalement, ce n'est pas aux administrateurs de prendre la pleine responsabilité de l'impérieuse nécessité de changer les modèles économiques, au moins pour intégrer les contraintes climatiques, et se poser la question du respect des fondamentaux sociaux? Et est-ce que ça, ce n'est pas un mandat qui peut être demandé aux administrateurs très clairement et au conseil d'administration, en rendre compte régulièrement à l'Assemblée générale tous les ans? C'est évident que si ces sujets-là ne sont pas embarqués au cœur de la gouvernance de l'entreprise, il ne se passera strictement rien. Et on ne peut pas demander aux jeunes générations de faire le job, et on ne peut pas demander aux législateurs de faire le job uniquement, et on ne peut pas demander non plus à la main invisible du marché, à un moment donné, de se rendre compte que finalement, il faut accélérer la transition. Donc là, oui, on revient un peu au début du webinaire. C'est la question finalement de ce sujet-là. Il est central sur la gouvernance, mais il faudrait peut-être éclairer les administrateurs. Les administrateurs, ils sont aussi au carrefour d'injonctions très paradoxales. Et il est frappant de voir, si vous avez vu passer, je crois que c'était un sondage qui était, non, si ce n'est pas il y a un an, il y avait 19% des administrateurs des entreprises cotées en France qui disaient qu'ils n'avaient, de leur point de vue, pas de compréhension très claire des enjeux climatiques. Donc, en fait, on voit que c'est un enjeu de gouvernance. Il faut former absolument les administrateurs et vraiment ouvrir les chakras sur ces sujets-là. Sauf que la moyenne d'âge des administrateurs, je ne veux pas faire de l'âge bashing parce que moi, je suis dedans, hein, mais il y a peut-être un sujet de génération. Et puis, il y a un autre sujet, c'est aussi les dirigeants et la formation des dirigeants. Finalement, on est dans un monde où je considère que les modes de reproduction des élites sont complètement obsolètes. J'ai encore une fois, c'est pas personnel, c'est pas nominel, mais les plus grands patrons et rarement patronnes d'entreprise sont passés par des écoles où on n'a pas encore porté ces sujets-là dans leur cursus pédagogique. Et il y a eu une génération de directeurs financiers qui devenaient CEO. Ce n'était pas par hasard si les directeurs financiers devenaient CEO. On voyait bien le mandat qui leur était donné par le conseil d'administration. Donc, c'est aussi se poser la question d'une nouvelle génération, de nouvelles formations, de nouvelles perceptions de ce qu'est la valeur au XXIe siècle. Et ça passe forcément par la case conseil d'administration et administrateur, et ça passe par la case recrutement des managers et formation des managers et leur capacité d'appréhender ces risques en bande large et de les traduire en opportunités. Voilà. Et Alain, tu faisais référence aux intégrité et cohérence, hein, c'est ça ?
Je disais, moi, c'est la sincérité. Je pense que les entreprises se méprennent sur le risque qu'elles prennent en étant sincères sur la nature des risques. Je pense qu'une entreprise qui serait sincère sur la façon dont ils ont peut-être mal appréhendé ou mal calibré des risques, à mon avis, cette entreprise, elle serait au contraire renforcée dans sa relation avec ses parties prenantes. Mais on voit bien que, notamment pour les entreprises cotées, la communication est tellement encadrée et verrouillée que c'est juste pas possible. Donc, on est dans une espèce de novlangue qui est complètement vide, la vacuité règne, tous les mots se valent et on ne sait absolument pas quelle est la véritable nature des risques et la nature de l'engagement. Et ça, c'est vraiment un problème aussi. Voilà, j'arrête là. Merci beaucoup à chacun de vous. Alors, on a déjà pas mal de questions. Peut-être une question très concrète. Quel conseil faut-il donner à une entreprise qui veut réfléchir à sa raison d'être? Je peux peut-être me lancer très rapidement. Ne faites pas de l'eau tiède. Essayez de capter ce qui fait votre singularité en s'appuyant sur les valeurs, sur le projet d'entreprise. C'est capter sa singularité et surtout regarder l'avenir. Et justement penser en termes de contribution. Et il faut introduire du contraste. Il faut que, quand je dis une raison d'être discriminante, il faut qu'on voit le projet d'entreprise qui se dessine très clairement. Et une bonne raison d'être, c'est une raison d'être qui vous amène à faire des choix. Donc à renoncer. Mais renoncer, ça fait gagner énormément de temps parce qu'on sait beaucoup mieux ce qu'on veut, comment y aller. Voilà. Donc ça serait une raison d'être qui serait assise sur des fondamentaux solides, sur une histoire, sur un récit, sur des valeurs, qui regarderait l'avenir et qui serait discriminante et qui irait encapsuler votre singularité. Merci beaucoup. On nous parle du kantianisme. Oui, non, j'ai lu cette question, Fanny. Européen. Non, oui, c'est une question de morale. C'est-à-dire que ça renvoie à Kant. Ça renvoie à Emmanuel Kant. Voilà. C'était écrit d'une manière qui a fait que je n'en étais pas sûre. Évaluer sa question par la question si tout le monde de la société faisait pareil. Oui, oui. C'est une question vraiment qui était très fondamentale, qui a été posée par Olivier Godard, qui est là maintenant moins actif qu'il ne l'était, que j'ai connu quand j'étais au laboratoire d'économétrie de Polytechnique. Il a beaucoup travaillé sur les questions de justice climatique. Et pendant très longtemps, l'Europe se posait plein de questions. Alors, on s'en pose moins là maintenant que les Américains et les Chinois ont l'air de vouloir aller dans le bon sens. Mais on s'en posait beaucoup sur le thème à quoi ça sert, quoi. Et la réponse de Kant est de dire, bah si, c'est très fondamental, c'est que tu agis moralement, non pas parce que ça te rapporte, non pas parce que ça te fait gagner de l'argent ou ton propre intérêt, mais tu le fais parce que tu penses que c'est bon et que si tous les autres le font, c'est bon. Et c'est une question très, très fondamentale de mon point de vue dans le rapport qu'on peut avoir à la RSE. Parce que là, je vais renvoyer aussi à des bouquins de Cécile Renoir. Il y a quand même une tendance, une tentation extrêmement forte à dire je fais de la RSE parce que ça rapporte du pognon. Ou que ça me réduit ma perception, mes prises de risque. Ah, c'est formidable, la RSE. Alors, et je connais pas mal d'études soi-disant scientifiques qui essayent de corréler la création de valeur au sens purement financier et l'intensité de l'histoire de la RSE. Moi, je suis très, très mal à l'aise avec cette question-là parce que je suis très convaincu que c'est deux dimensions orthogonales. Il y a une dimension éthique et morale et il y a une dimension financière. Le fait qu'elles soient perpendiculaires, orthogonales l'une à l'autre, ne veut pas dire qu'elles sont horizontales ni dans un sens ni dans l'autre. On ne peut pas dire si je fais de la morale, c'est contre l'argent, ou si je fais de l'argent, c'est contre la morale, ni même si je fais de la morale, c'est bon pour l'argent. En fait, c'est comme tout bon consultant que je suis, il y a 4 cases. Donc, il y a des cases où on fait ni argent ni morale. Il y a des cases où on fait beaucoup d'argent et pas un gramme de morale, les boîtes de mercenaires. Enfin bref, je ne donne pas d'exemple. Il y a des cas de figure où on ne fait pas beaucoup d'argent, mais on a un sens moral, un sens de la mission qui est extraordinaire. Ça, c'est typiquement les assos, les ONG, des gens qui ne croulent pas sous l'argent en règle générale. Et puis, il y a la case magique
qui est la convergence de la partie argent, performance et de la partie éthique et sens. Mais je trouve que c'est bien cette histoire de rappeler que l'utilitarisme anglo-saxon est un peu dangereux parce qu'il a tendance à nous embarquer vers l'idée que l'un est au service de l'autre. Bah non, c'est pas automatique. D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce qu'au moment de la loi Pacte, on avait eu des débats, enfin, en tous les cas, moi j'avais eu des débats à l'époque avec le patron du MEDEF, qui est parti depuis, et qui nous disait, mais qu'est-ce que l'entreprise à mission, c'est quoi la contrepartie, qu'est-ce que ça me rapporte? Et on avait lancé une consultation avec Via Voice en demandant aux entrepreneurs, une consultation à des entrepreneurs français en bande large, si ce statut existait en le décrivant, est-ce que vous iriez, etc. Et il y en avait très peu qui demandaient des contreparties fiscales ou financières. Il y en a très peu. Il y en a même qui ont dit, dans des verbatim quali, qui ont dit, mais on ne fait pas ça pour ça. Au contraire, si jamais le statut d'entreprise à mission est assorti de contreparties fiscales et financières, eh bien, ça va le vider de son sens. Parce que ça voudra clairement dire, que on est dans une relation effectivement utilitariste ou intéressée. Je me souviens très bien de ces débats. Mais c'est source d'interrogation pour certains. C'est-à-dire que finalement, on n'a rien à y gagner, on se contraint. Et moi, je dis, ben non, l'entreprise à mission, c'est une plage de liberté dans laquelle vous allez vous contraindre. Et donc, c'est vrai que c'est assez kantien. Et alors, si on reste sur un plan philosophique, on a une autre question qui nous demande si l'économie circulaire, mais je pense que ce monsieur voulait poser la question de façon plus globale, est-ce qu'une économie politique, une économie responsable apportera plus de bonheur aux personnes, aux salariés, aux consommateurs? Là, je veux bien commencer premier, Geneviève, là-dessus. Là, c'est vraiment de la philosophie, c'est-à-dire que le bonheur au travail ou le bonheur personnel quand il n'est pas au travail, il ne dépend pas beaucoup de conditions extérieures. Là aussi, il y a des conditions extérieures qui le facilitent. C'est très vraiment difficile d'être heureux quand on est au Yémen dans une guerre civile. Évidemment que c'est compliqué. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui sont dans des situations objectives. On dit qu'ils ont tout pour être heureux, ils ne le sont pas. Donc là aussi, moi, ma philosophie de vie, en tout cas, c'est de ne pas tout mélanger dans les registres. Là, je vais plutôt appeler Pascal pour dire qu'il y a des registres différents, il ne faut pas tout mélanger. Bon, ça, c'est la question philosophique. Après, moi, il me semble quand même que au sens élargi de la responsabilité, comme on vient de développer depuis le début de ce webinaire, à défaut de bonheur, un dirigeant responsable, une équipe de direction responsable, un conseil d'administration responsable ne peut pas ne pas se soucier des conditions de travail au sens très large du terme. Et là aussi, je ne vais pas donner d'exemple parce que ce serait malvenu, mais c'était quand même évident que quand il y a des suicides au travail documentés, il ne s'agit pas de rumeurs ou de fuites, c'est qu'il y a quand même un problème énorme. Donc, à défaut de parler de bonheur, à minima, une entreprise responsable me semble être une entreprise dont les dirigeants se soucient fortement de la qualité de vie au travail et à nouveau, pas forcément dans une logique utilitariste. Je me méfie terriblement, moi à titre personnel, de ces stages de développement personnel. Alors, on a mobilisé la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, et puis la méditation transcendantale, et puis maintenant la pleine conscience. Enfin, bref, on en fait des cartons, juste histoire d'augmenter la productivité des collaborateurs. Bon, ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. Alors moi, j'ai l'expérience, la managériale, puisque Carbone 4, on est à peu plus de 70. Donc, d'une part, on a fait une raison d'être, mais en fait, je n'ai pas voulu en parler tout à l'heure, parce que Geneviève est bien plus compétente que moi sur le caractère général du truc, mais je peux raconter ma petite expérience. Et dans ma petite expérience, en fait, la raison d'être a été exprimée par les collaborateurs. Ils se sont auto-organisés pour le faire. Ils ne nous ont pas demandé notre avis. Et alors, on a fini par… ils ont fait des travaux. Et donc, ça, c'est une espèce de recours à tout le monde. C'est que quand la raison d'être est incarnée et choisie, retenue par des travaux collectifs, elle est beaucoup plus puissante. Et ce qui est marrant dans celle de Carbone 4, c'est que le mot vivant est sorti dans la raison d'être. Et comme par hasard, un an après, on s'est mis sur les sujets de biodiversité. C'est quand même marrant.
Et chez Carbone 4, les questions on est comme tout le monde, hein, le confinement, la crise du Covid crée énormément de stress, donc je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de gens qui sont en difficulté, mais ils se sont débrouillés par eux-mêmes pour avoir des moments de respiration, et nous, on ne les compte pas, qu'ils fassent du yoga ou autre chose, ou de l'improvisation théâtrale, ce n'est pas notre affaire, mais on leur laisse la possibilité de le faire, et certainement pas avec comme seul objectif qu'il soit plus rentable. Ce n'est pas vraiment notre but. Merci beaucoup. Alors, on a... Juste un mot, pour moi, c'est la dignité de la personne humaine au travail. Je ne suis pas certaine d'être capable de jouer sur le bonheur ou le bien-être. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu comme Alain. Je trouve que derrière, il y a le projet qui est tellement évident qu'on veut accroître la productivité, que c'est des grosses ficelles, mais on n'en est pas dupe. Mais au fond, c'est vraiment la question de la dignité de la personne au travail. Et c'est un peu ce que m'avait dit Sir Nicole Ray. Alors, ça fait très doctrine sociale de l'Église, tout ça, mais ça l'est. Parce que quand j'étais venue en France, créer ARES en 97, en 96, je faisais des allers-retours entre San Francisco et Paris. Et puis, la personne qui comprenait mon projet, c'était Sir Nicole Ray, qui avait créé le premier fonds éthique et investissement. Je veux lui rendre hommage. C'était une religieuse de la congrégation des oiseaux qui avait vendu des actifs immobiliers de sa congrégation pour pouvoir, et qui était placée chez Mescart, avec une logique justement de cibler des entreprises responsables pour pouvoir servir une retraite aux petites sœurs, aux vieilles sœurs. Voilà. Et quand j'avais vu un article sur elle dans le Washington Post, et tu te dire, donc je l'ai rencontrée à Paris, elle m'explique son projet et elle me dit, mais Geneviève, c'est formidable, grâce à vous, je vais gagner du temps, je vais pouvoir trouver les entreprises, parce que moi, la seule chose qui m'importe, c'est d'investir dans les entreprises qui respectent la dignité de l'homme au travail. Et là, je me suis dit, eh bien, voilà, là, en matière de challenge extra-financier, c'est quelque chose. Mais au fond, c'est ça, ça encapsule tout ça. Voilà, on n'est pas égaux parce qu'en fonction du mérite, des études, etc., des situations personnelles, on ne peut pas garantir le bien-être, l'égalité, etc. Mais la dignité, c'est un concept intéressant. Alors, ça fait le lien avec une question qui n'est pas téléguidée par Alter Equity, qui est votre vision d'un nouveau type d'entreprise ou d'entrepreneur appelle-t-elle nécessairement un nouveau type de financeur? Ah oui. Je peux raconter une histoire, Geneviève? Allez, vas-y. J'ai ma deuxième... pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Qui est donc elle-même chef d'entreprise, et son compagnon, son mari, est aussi chef d'entreprise. Et le rapport à la nature de l'investisseur dans leur business, ça me paraît quand même extrêmement clair. J'ai eu la chance d'accompagner pendant quelques années pas mal d'entreprises qui étaient détenues minoritairement ou majoritairement par des fonds de capital privé. Il n'y a absolument aucun débat pour moi sur le fait que le type d'investisseur, la manière dont il voit l'entreprise, la manière dont... Et ce n'est pas une question si simple que ça. Il y a dit autrement, ce n'est pas juste le gars qui suce la moelle de la boîte. On caricature souvent les LBO en disant c'est une cata intégrale parce qu'ils pompent du fric. Et puis, non, c'est plus compliqué que ça. On peut avoir de la performance financière, à nouveau, hein, c'est la nuance que j'ai dit tout à l'heure, je la redis, mais l'approche humaine de l'investisseur, indépendamment de la question de savoir quel est le deal et quelle est la rentabilité attendue, me paraît absolument décisive sur la vie de l'entreprise. Parce qu'il a un impact direct sur la vie du manager, qui lui-même, ce n'est pas un robot, donc il a un impact direct sur... Donc oui, la réponse est clairement oui. J'ai pris un exemple anecdotique, enfin pas anecdotique, mais vivant pour illustrer, mais c'est complètement évident pour moi. Bah, c'est évident, et je pense même que c'est le levier le plus puissant. Mais c'est le levier le plus puissant, c'est que il faut absolument des investisseurs qui rendent possible l'avènement de cette création de valeur. C'est indispensable. La complexité du truc, c'est comme dit Alain, il faut éviter aussi d'avoir une approche moralisatrice, parce qu'au fond, il y a des équilibres financiers internationaux globalisés qui font que on a construit des édifices qui sont tellement complexes que toucher quelque chose devient vraiment problématique. Quand on parle, par exemple, là je vais prendre un exemple complètement différent, mais quand on parle de BlackRock ou des fonds de pension anglo-saxons, mais il faut savoir que derrière, ils ont l'obligation de servir une retraite à des personnes qui ont cotisé toute leur vie. D'accord. Donc, ce qu'ils demandent en performance,
c'est aussi parce que ça finance un système de retraite qui est complètement fondé sur la capitalisation. Et que ça, c'est une très grande partie du monde anglo-saxon et du monde occidental. Donc on voit que ce discours vers une finance plus responsable, il faut comprendre tous les déterminants, tout ce que ça veut dire quand on va commencer à bouger certains leviers et précisément avec de notre outils comptables à penser autrement, calculer autrement la valeur. Donc pour moi, c'est la clé. C'est pour ça que je m'étais passionnée pour l'investissement socialement responsable. C'est parce que c'est la clé de voûte. Le législateur, les collaborateurs, les clients, les syndicats, les ONG et même les entrepreneurs les plus contributeurs n'y arriveront pas s'il n'y a pas des investisseurs qui clairement acceptent ces règles du jeu. C'est juste pas possible. Des épargnants qui demandent aux investisseurs, qui demandent à leurs banquiers, à leurs gestionnaires. Oui, bien sûr, il faut accélérer cette conscience. Sans aller dans les anecdotes, mais celle-là, elle est à hurler de rire quand même, parce que j'ai contribué, j'étais très fière avec Arez au lancement de la première SICAV qui était distribuée dans le réseau des caisses d'épargne, qui s'appelait 1, 2, 3 Futur. Donc, je rends hommage à ces personnes. C'était Écureuil Gestion à l'époque, donc il n'y a plus personne, à mon avis, qui se souvient de ça. Et j'étais moi-même à la caisse d'épargne et je suis allée voir mon conseiller et j'ai voulu tester. Et il me dit, quoi vous me recommandez? Et puis il me dit, ouais, il y a un nouveau truc qui est sorti, 2, 3 Futurs. Franchement, je ne me le recommande pas, j'y comprends rien, je ne sais pas ce que c'est, il y a des critères, c'est social, environnemental. Donc et il m'a fléché sur un bon vieux truc. Donc, depuis, ça a fait son chemin. Parce que je vous parle de ça, c'était au temps des dinosaures, mais c'est pour montrer à quel point le pouvoir prescripteur des banques est important, que ce soit les zinzins, enfin les investisseurs institutionnels, ou que ce soit sur l'épargne des particuliers. C'est énorme la puissance de prescription des banques et des investisseurs. Ou de frein. Ou de frein. Là, je regardais le verre à moitié plein. Oui, restons avec un verre à moitié plein. Alors, on va peut-être prendre une dernière question qui embrasse d'une certaine manière toutes les autres. Quelle serait pour vous la véritable manière d'amener les entreprises axées sur la profitabilité et la croissance, à tout craint, à plus d'humanité, de conscience collective et de nos liens au vivant sous toutes ses formes, à commencer par les écosystèmes et l'agriculture? Comment est-ce qu'on transforme l'entreprise d'aujourd'hui dirigée vers le profit vers une entreprise responsable, utile? Ouais. Moi, j'ai une première réponse qui a déjà été évoquée tout à l'heure, hein, qui a la réponse de la formation. Je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer, là, c'est le consultant qui dit ça de ses 15 ans d'expérience. Il ne faut jamais sous-estimer la nécessité dans le monde dans lequel on est de complexité gigantesque et le fait que chacun d'entre nous est focusé dans son silo, quoi, en gros. La nécessité d'expliquer, de faire comprendre. C'est d'autant plus important qu'en dehors du fait qu'on est tous dans des silos, on est soumis à une pression d'information qui est délirante, avec des informations de mauvaise qualité, de bonne qualité. On ne savait pas comment trier le vrai, le bon grain. Alors que par ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, la science, entre guillemets, les sciences, on va dire ça, nous offrent des accès de mieux en mieux foutus, des synthèses de plus en plus claires, et ce qui permet non pas de raisonner sur des croyances ou des idéologies, mais sur des données. Il est évident que ce qu'a dit Geneviève sur la dignité et tout ce qu'on a dit sur la partie purement humaine ne se ramène pas de la science. Mais quand même, si on prend conscience des enjeux planétaires, quelque part, on devient plus humain, parce que quelque part, on n'échappe pas à la conclusion qui est qu'on est dans des réseaux d'interdépendance. C'est totalement clair. Les débats n'ont plus finir sur la crise, sur l'origine du virus, du coronavirus. Bon, c'est pas complètement clair que ce soit une zoonose. Il n'y a pas de débat, en tous les cas, sur le fait que, quelle que soit la cause initiale, à mon avis, qu'on ne connaîtra jamais, il n'y a pas de débat qu'il y a de l'intervention dans tous les sens, qu'il y a des flux logistiques dans tous les sens, et que ça a aggravé. Et donc, rien que prendre cette hauteur de vue, je pense, moi, que ça contribue à cette humanisation. La deuxième chose qui me paraît tout aussi importante que la formation à la compréhension des enjeux transversaux, hein, il ne s'agit pas de faire un cours de sciences du climat pendant 3000 ans, il s'agit d'aller à l'essentiel sur ces grands sujets. La deuxième chose, c'est de comprendre très vite
qu'il y a des moyens, des techniques et des façons de faire qui adressent les grandes questions. Ces grandes questions ont un caractère vertigineux qui peut pousser au déni, au refus, au rejet ou à l'inaction la plus totale en disant « Oh là là, ça me dépasse complètement ». On a de la chance, là, maintenant. On a autant de chance sur le thème que ces enjeux-là sont exprimables, donc accessibles, que sur le fait qu'il y a des outils qui permettent de faire le lien entre l'entreprise, ce qu'on fait, et ces grands enjeux. Donc à partir du moment où on est certes fasciné, plus que fasciné, enfin, oui, explosé face à ces enjeux-là, mais si on a juste après et simultanément, quasi simultanément, les leviers et les moyens d'action, je pense que ça devient passionnant. Et après, c'est toujours mon expérience qui parle, il y a une espèce d'entraînement entre je commence à comprendre les grands enjeux, du coup je comprends mieux que l'espèce humaine, c'est une espèce dans une gigantesque histoire de la vie et dans des gigantesques relations physiques, biologiques, écologiques. Le fait de pouvoir y agir donne encore un peu plus envie de comprendre. Et là, il y a une roue, là, comme la roue de la qualité, qui se met en place. Moi, mon expérience, c'est qu'il y a un petit danger avec la présentation des très grands enjeux, c'est ce côté écrasant. Et il y a un danger aussi dans l'autre démarche qui serait trop pragmatique, trop pratico-pratique, parce qu'à nouveau, on ne se lance pas dans une transformation massive de l'entreprise, dans des prises de risques, hein, forcément, il y a de la prise de risque. Si on ne sait pas le au nom de quoi et si ce n'est pas clairement établi dans cette tête. Disons qu'il faut inventer un nouveau récit, puisqu'on est des êtres de fiction, et donc il faut une bonne histoire. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est un magnifique livre d'ailleurs de Nancy Houston. Nous sommes une espèce affabulatrice. Et je suis très étonnée que cette histoire de retrouver le sens des limites et le goût de l'humanité ne soit pas une histoire qui finalement parle plus et résonne plus par rapport aux autres histoires de démesure, d'effacement des limites et de toute puissance. Et moi, je me dis qu'il y a un récit contre récit, et que ce récit qui est finalement de dire on est à un moment charnière de notre histoire, et est-ce qu'on a une communauté de destin? Et cette communauté de destin, est-ce qu'on est capable de la penser ensemble, collectivement? Et finalement, c'est assez enthousiasmant. Et je suis très étonnée que ce récit-là, enfin moi, il m'enthousiasme depuis des décennies, c'est de faire mieux avec moins, c'est de retrouver le sens des limites, mais pour mieux s'appuyer dessus, justement pour être encore plus créatif. Et en plus, on vit dans une société d'abondance. Ce n'est pas parce qu'on va posséder moins de biens et avoir accès à moins de services qu'on n'est pas dans l'abondance. On est dans une abondance de connaissances, on peut être dans une abondance de liens, de créativité. Donc, ce récit-là, il reste à s'installer. Et je pense qu'il est enthousiasmant, mais on ne lui fait pas de place, puisque très vite, il est caricaturé, il est dévoyé. Et c'est vrai qu'il faut absolument éviter d'en faire une version caricaturale de la décroissance, du chaos, de la coercition. Je pense au contraire qu'il est enthousiasmant. Donc, c'est un peu ce que dit Alain. C'est un éveil, c'est donner de la place pour que ce récit-là puisse se mettre en place. Et en plus, il est réellement enthousiasmant parce que pour les ingénieurs, c'est devenir des ingénieurs ingénieux. Les managers, c'est être capable de se confronter à la complexité des ressorts de la créativité humaine. Pour les citoyens, c'est d'être dans une société qui permet quand même de la responsabilisation, de l'autonomie et du choix. Pour le consommateur, c'est de la visibilité et du respect. Voilà, on ne les gaffe pas comme des oies. Il me semble qu'on a tous à gagner, mais pourtant ce récit-là a du mal à s'installer. J'ai une petite idée sur la question de pourquoi. Tout simplement parce qu'on est paresseux. Voilà, on est dans une économie qui est quand même relativement paresseuse. Donc ça demande un petit sursaut. Mais là, si avec la transition écologique et les enjeux climatiques, on n'est pas capable de se mobiliser, c'est vrai qu'on est parti pour le meilleur du monde au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on va trouver des voies de décompression individualisées dans nos silos. Et ça a déjà été formidablement décrit par Philippe Dick dans ses livres. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Voilà. Merci Geneviève pour ce message d'espoir. En tout cas, chez Alter Equity et avec vous à nos côtés, on n'est pas paresseux et on va continuer d'essayer d'écrire
un chemin de progrès et de construction d'une société durable, inclusive et généreuse. Un grand merci à chacune et chacun d'entre vous de votre intérêt et à bientôt pour un nouveau webinaire, même s'il serait difficile d'être aussi passionnant que ce soir. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre patience. Merci à toute l'équipe d'Alter Equity. Merci Fanny. Merci Fanny, merci Geneviève. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.